De Cannes sur la confiance, on poursuit nos différentes rencontres. On reçoit tout de suite Guylaine Ottenmeyer. Bonjour, Guylaine. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Challenge. Vous êtes aussi auteur de ce livre, Poison présidentiel, édité chez Albin Michel. On va essayer d'en décortiquer quelques éléments, mais quelques mots sur la confiance et la classe politique. Vous sortez d'une table ronde. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette relation qui, de toute façon, via les chiffres, nous montre que l'image de marque, finalement, est assez désastreuse de la classe politique? Un peu partout dans le monde dit développé, les États-Unis, l'Europe, il y a une perte de confiance dans les dirigeants parce qu'on a été bousculé par la mondialisation. Il y a des usines qui quittent les États-Unis, l'Europe pour aller en Chine, en Inde, au Bangladesh. Des gens perdent leur travail. Il y a des bouleversements considérables et les hommes politiques n'ont pas réussi à réguler, à freiner, à stopper, à compenser. Mais cette confiance, cette méfiance, elle est encore plus forte en France, dans des proportions considérable. Il y a une vraie perte de confiance dans le futur, avec tout ce que ça entraîne, la peur, la haine, la jalousie, ce qu'on appelle les passions tristes. C'est très très sensible en France. La France est un pays économiquement qui est viable, qui est un des pays les plus riches au monde. Donc on pourrait dire qu'il y a de la richesse. Normalement, il devrait y avoir un peu d'espoir et un peu de foi en l'avenir. C'est un pays très riche, considérablement riche, avec un système de protection qui est très développé sur la santé, mais aussi sur le chômage, sur la vieillesse, etc. Alors c'est pas parfait, mais c'est quand même un des pays qui est le plus développé sur ce point-là. Et il y a un grand institut, un grand think tank américain qui dit la France n'a pas un problème économique, elle a un problème de structure politique. Vous savez, quand vous fabriquez des moules dans une usine et qu'à la sortie, ils sont toujours pétés, bon, au début, vous virez le directeur, puis vous virez le directeur du département, puis vous virez le président, mais ça fait toujours des moules cassés. À un moment, vous dites peut-être que la machine ne fonctionne pas bien. Et bien nous, j'ai l'impression qu'on a un système politique où on produit des dirigeants qui ratent toujours. À un moment, on se dit peut-être que notre système... Les citoyens, les citoyens sont collectivement intelligents, ils doivent décider de temps à autre de qui ils mettent au poste de décision. Que se passe-t-il dans un pays aussi important, aussi riche, aussi intelligent, avec une histoire aussi importante, d'avoir finalement une classe politique qui n'est pas en synchro avec les enjeux du moment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mis poison? Poison, c'est quelque chose qu'on vous inocule et qui vous bloque vos défenses ou vos systèmes nerveux. C'est tellement amusant une élection présidentielle. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde suppute sur la perte de celui-là, sur cette émission était bonne. Bon, enfin, 70% de la population, parce qu'il y en a 30%, elle n'écoute même plus, tellement elle est dégoûtée. Mais enfin, ceux qui sont encore sensibles à ça, c'est très amusant, puis ils croient qu'ils ont un vrai pouvoir. C'est un poison, parce qu'on croit que c'est de la démocratie, mais c'est pas vraiment de la démocratie. Et finalement, chaque fois, on se dit, bon, cette fois, ça va être le bon, cette fois, ça va marcher, cette fois, il avait l'air sincère, cette fois, il a bien travaillé, et donc, ça va marcher. Et puis, à chaque fois, on a la déception. Alors, et moi-même, à cette élection, je me dis, peut-être que je me suis trompée, peut-être que c'est pas si catastrophique que ça. Peut-être que celui qui va être élu va réussir à redresser la France. Voilà, on est tous piégés. Ce que l'on voit aussi dans les sondages, dans le travail des études d'un certain nombre d'organismes, c'est qu'au fond, les Français font relativement confiance au plus proche, c'est-à-dire à la proximité, à l'élu local, au maire, au conseil municipal. Et plus on s'éloigne plus on s'approche de Paris finalement, et plus la confiance diminue. Comment expliquer qu'il y ait cette relation de confiance, en tous les cas, intéressante entre le citoyen et son élu local, alors qu'il y a une méfiance de plus en plus grande entre le citoyen et les futurs ministres et les futurs présidents de la République? D'abord, regardez comment est élu un maire. Il est élu avec une équipe municipale. Il travaille avec une équipe municipale. Il est obligé maintenant de consulter les associations de défense de l'environnement, les associations de citoyens. C'est Alain Juppé qui disait qu'il avait appris à Bordeaux à discuter avec la population, parce qu'un maire ne peut plus rien faire tout seul, sinon c'est bloqué. Et qu'est-ce qui se passe au niveau national? Vous avez maintenant, par exemple, je prends Manuel Valls, qui a décidé qu'il allait être candidat à la présidence de la République. Il n'a pas de programme, mais dans 15 jours, il en aura un. Vous croyez vraiment que, vu la situation actuelle de la France, c'est une équipe de 4 hommes dans son bureau qui va faire tout d'un coup un programme à la présidence de la République? Tony Blair, Angela Merkel, c'est pendant 3 ans, 4 ans où ils sont dans l'opposition que collectivement, avec le Parlement,
avec le parti, avec les syndicats. Déjà, en amont, très en amont, on décide. On fait une réforme de la justice, on n'en fait pas, jusqu'où on va. On réforme les allocations chômage, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment les gens ne travaillent pas parce qu'ils ont des allocations? C'est des discussions qui demandent du temps. Et nous, moins ça marche, plus on dit on va faire des référendums, on va faire des ordonnances, etc. C'est pas comme ça que ça marche. On roule des mécaniques en réalité. Voilà, exactement. Alors que vous avez évoqué justement dans le cadre de cette table ronde la problématique du consensus, de la recherche du consensus et presque du compromis à l'allemande. Qu'est-ce qui explique que la culture allemande ou les cultures scandinaves arrivent à mettre tout cela en place, alors que notre culture franco-française, latine, finalement se plante en permanence, et quelle que soit la couleur politique d'ailleurs? Alors, concernant les Allemands, peut-être qu'ils ont été un peu échaudés par trop de verticalité. Nous, j'en entends quelques-uns chez nous qui disent qu'il faudrait plus de verticalité. Une demande d'autorité supplémentaire. Ça va, ça ne marche pas, ça fait 30 ans que ça ne marche pas, mais on peut en mettre encore plus. Voilà. Mais moi, je pense que ce qui fonctionne, c'est le de base. Il y a un mot que j'aime beaucoup qui est acculturation, c'est-à-dire que petit à petit, vous connaissez un pays où on fait une énorme réforme de la justice, je parle de Sarkozy, on met à la tête de cette réforme quelqu'un qui ne connaît pas tellement bien la justice, Rachida Dati, voilà, qui n'en a pas parlé avant et pendant avec les acteurs. Imaginez qu'on fasse cette réforme de la justice, peut-être nécessaire, mais qu'avant la personne qui devient ministre en ait discuté avec les magistrats, les syndicats, les journalistes, les intellectuels, qu'elle était se déplacer sur les terrains, qu'elle ait vu vraiment... C'est ce processus qui manque en réalité. Voilà. Vous savez très bien que quand vous réformez un journal, une entreprise, vous la connaissez, vous avez fait des audits, vous avez discuté avec les gens, vous êtes allé voir à l'étranger comment ça se passait, vous essayez de trouver des idées, puis vous avez un objectif que vous êtes capable de faire partager aux gens. C'est pas tout d'un coup, j'ai décidé, il faut supprimer ça, il faut rajouter ça, et voilà. Ça ne marche plus, ça. Dernière question, Guylaine Othonmeyer. Comment vous voyez la présidentielle qui arrive en termes justement de pédagogie? Si une pédagogie, il doit y avoir. Je trouve qu'il y en a un qui fait de la très bonne pédagogie, c'est Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est quelqu'un qui prend le processus de début jusqu'à la fin. Il fait le constat, il dit ce dont tu as besoin, et puis maintenant il est en train de nous délivrer... Il est nouveau en même temps. Il est nouveau, mais il a une façon de faire de la politique qui est quand même très nouvelle. C'est-à-dire qu'il est parti du constat, aidé par ce qu'il avait entendu sur le terrain, plus de ce que disaient les intellectuels, et maintenant il est en train de délivrer un certain nombre de médicaments, si je puis dire, de mesures qui sont possibles. Donc c'est celui qui fait le plus gros effort de pédagogie. Dans un autre genre, Mélenchon aussi fait un très gros effort de pédagogie, d'explication, qui est assez intéressant. Mais sinon, moi je trouve que quand même François Fillon est assez dans la il faut, il y a qu'à, etc. Et quand, pour le moment, les socialistes, il n'y a pas d'explication. Est-ce qu'on continue ce qu'on a fait parce que c'était bien? On va encore un peu plus dans le social-libéralisme, ou au contraire, on va un peu plus dans... S'il y en a un qui commence à développer une nouvelle pédagogie, c'est Benoît Hamon. Qui lui revient sur les fondamentaux de la gauche. Il est en train de, oui, il est assez proche d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, mais il essaye de donner un nouveau futur à la gauche. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est utopique? En tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup, Guylaine Othonmeyer, d'être venue ou d'être descendue très rapidement de la table ronde pour nous présenter à la fois votre livre, Un poison présidentiel chez Albin Michel, et puis pour nous délivrer comme ça, en quelques minutes chrono, vos propositions, les enseignements que vous tirez de votre pratique, puisque vous êtes journaliste depuis maintenant quelques années. Oui. Et actuellement, vous êtes rédactrice en chef dans le magazine Challenge. Merci beaucoup. Merci beaucoup.